Bonjour, bonjour. Parce qu'en fait, on est sur une saga. Alors, c'est pas Star Wars, c'est un petit peu moins ambitieux, mais l'idée, c'est quand même de décrypter les différents aspects de la réforme de 2024. Donc, on a démarré par les impacts sur l'émission de la facturation, en décryptant ce qu'allait être le futur socle du PPF. Donc, je ne vais pas revenir dessus puisque c'était l'objet d'un autre webinar. Le lien sera fourni et sera accessible. Je le passerai avec le replay de ce webinaire-ci. On a eu un deuxième webinar il y a un petit mois sur les flux de circulation des factures, comment les factures vont circuler à partir de 2024. Donc là aussi, le replay, je le diffuserai. Aujourd'hui, notre sujet, c'est le e-reporting pour les émetteurs. De toute manière, le e-reporting ne concerne que les émetteurs, donc c'est assez simple. Et je propose trois autres webinars sur cette saga, sachant qu'il y en a peut-être d'autres qui arriveront derrière. Donc le 6 juin, nous ferons un webinar, alors un petit peu orienté, mais je pense qu'il est important parce qu'il y a énormément de communication autour de la réforme. Il y a énormément d'acteurs qui se positionnent, et on en avait déjà parlé dans un webinaire précédent du pourquoi tous ces acteurs se positionnent. La raison est simple, hein, c'est qu'une fois que les factures papier disparaissent, il y a énormément d'activités de reprographie, de machines à mettre sous pli, de machines à affranchir qui sont mises en cause dans beaucoup d'entreprises. Et une fois que les factures fournisseurs n'arrivent plus sous forme de PDF à passer en OCR, bah, il y a également beaucoup d'activités de BPM, de Business Process Management, qui sont mises en cause. Donc énormément d'acteurs voient le niveau d'eau de la piscine baisser, et donc inévitablement, ça propose un certain nombre de comportements et de communication. Donc, en essayant d'être le plus objectif, le 6 juin, donc je propose un webinar sur effectivement la cartographie des intervenants et comprendre surtout par rapport aux besoins de chacun ce qui doit être décidé, les choix à faire. Le 20 juin, nous parlerons des actions à engager dès maintenant sur la facturation et le poste client pour se préparer. Euh, Ça, c'est un point très, très important. On l'a vu quand on a traité les impacts sur la facturation client, et on va le voir aujourd'hui sur le e-reporting. Le volet technique de la réforme, il est très important, mais c'est pas le plus important. Le plus important, ça va se passer dans les process et la qualité des données. Donc, il y a vraiment des actions qui peuvent être engagées dès maintenant, sans tarder, indépendamment des choix techniques de mise en œuvre qui seront faits. Si je reviens sur l'exemple basique, hein, les factures seront routées sur la base du Sirène ou du Siret. Donc, si la base client n'est pas à jour en permanence, ça risque d'avoir des impacts. Ça n'est pas la peine d'attendre le 1er juillet pour s'y mettre. Il est possible dès maintenant de nettoyer sa base client et de s'assurer que les sirènes Siret sont tous correctement renseignés. Et enfin, de manière également un petit peu orientée, mais c'est important quand même de l'expliquer, comment nous, Quibi, nous allons nous positionner pour accompagner nos clients en émission. Donc c'est un petit peu tôt aujourd'hui pour tout vous donner, d'autant que nous souhaitons participer au pilote de la DGFiP, sauf que, bah, encore une fois, contrairement à certains discours qu'on voit apparaître, les participants au pilote n'ont pas encore été sélectionnés. On peut faire candidature, mais la sélection sera courant août. Donc aujourd'hui, quand je vois certains qui disent nous serons dans les pilotes, oui, d'accord, bah c'est pas gagné puisque la DGFiP elle décide courant août. Donc voilà. Bref, allez, rentrons dans le cœur du sujet. Donc on aura les questions après, bien entendu, hein. Mais je voulais repositionner quand même ces épisodes. Et s'il y a des thématiques qui ressortent, bah, je pense qu'on les remettra dans la saga pour aider tout le monde à se préparer. Le sujet du jour, c'est effectivement le reporting, et je redémarre très très rapidement parce que je ne suis pas sûr que les participants aujourd'hui aient participé au webinaire précédent. Donc juste un petit rappel des faits, la réforme et sa logique. Donc l'objectif de la réforme de 2024 sur la facturation B2B, c'est de réduire la fraude à la TVA estimée à 11 milliards d'euros par an par la DGFiP. Et donc, à partir de juillet 2024 et avant juillet 2026, les entreprises devront déployer de la facture électronique. C'est-à-dire que toutes les factures domestiques entre assujettis pourront être transmises sous forme électronique via la plateforme de la DGFiP.
que cette plateforme, le portail public de facturation, donc le PPF, assurera le dispatch des factures selon un annuaire de routage et il assurera le suivi des factures selon à minima 4 statuts. D'autres pourront venir s'y ajouter, mais en tout cas, il y aura à minima ces 4 statuts. Je reviens quand même sur le petit focus que j'ai évoqué, hein. L'annuaire de routage du PPF sera synchronisé avec la base Sirène et chaque entreprise va définir comment elle souhaite recevoir les factures. Est-ce que je reçois sur mon Sirène? Est-ce que je reçois sur un ou plusieurs sirettes? Est-ce que je reçois sur un ou plusieurs sirettes assorties de codes complémentaires? Ce qui permet d'ailleurs de préciser au passage que Chorus va migrer sur le PPF très très rapidement. Seules les factures qui auront été transmises sur le PPF conformes et reçues conformes par le PPF, donc format et data. Je précise au passage qu'un PDF image ne passera pas le PPF ou il le passera avec une manipulation de ressaisie. Donc seules les factures conformes au PPF seront prises en charge, en pied, en tête au démarrage et en détail de ligne en 2026. Ces factures ne pourront pas être refusées par leur destinataire. Donc là, c'est un vrai sujet qui concerne assez peu Quibi, puisque nous sommes côté émission. Mais malgré tout, dès qu'une facture a été émise via le PPF, même si l'entreprise émettrice n'était pas concernée, n'était pas obligée de le faire au 1er juillet 2024, malgré tout, si 1er juillet 2024, une TPE émet à l'intention de ses clients une facture qui passe par le PPF, le destinataire ne peut pas la refuser. Donc, le déploiement va se faire progressivement. Grandes entreprises d'administration, l'obligation d'émettre s'applique en juillet 2024, 1er juillet 2025 pour les ETI et 1er janvier 2026 pour tous les autres. Les récepteurs auront la possibilité de recourir, alors récepteurs et émetteurs, mais comme on l'a vu dans le deuxième épisode, le déterminant va être principalement le récepteur. Donc pourront recourir à des prestataires spécifiques, donc les fameux PDP, qui seront immatriculés. Alors le service doit ouvrir prochainement et l'administration nous a clairement dit que les dossiers peuvent être déposés, mais les immatriculations n'arriveront qu'en décembre. Donc là aussi, en termes de communication, tous ceux qui disent on est PDP, c'est un petit peu anticipé. Sachant tout de même, je l'avais expliqué, je reprécise, l'immatriculation se fait sur dossier. Donc il n'y a pas de numerus clausus, il n'y a pas de timing, etc. C'est pas parce que je suis pas immatriculé aujourd'hui que je ne serai jamais. Non, non. C'est juste un dossier conforme. Donc, les récepteurs pourront passer par des PDP en parallèle du PPF. Ces PDP, en fait, auront l'avantage de permettre d'avoir des flux plus riches. Comme on l'a vu dans le deuxième épisode, le PDP, pardon, j'étais un petit peu plus rapide, le PDP permet de traiter un flux différent du PPF, tout en assurant à l'administration la concordance entre les deux flux. Donc, comme on l'a vu, si je dois envoyer à un destinataire une facture sur un format différent du socle qui doit passer par le PPF, ce sera le PDP en émission et en réception qui vont assurer chacun de leur côté la concordance entre ce qu'ils s'échangent sur le format attendu par le destinataire, différent du PPF, et la transmission des données sur le fameux PPF. Les données concernant les autres factures font l'objet de e-report. C'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Toutes les informations de paiement pour les factures de services qui ne sont pas sur une TVA sur les débits, donc TVA sur les encaissements, font l'objet de reports réguliers. C'est également ce dont on va parler maintenant. Et l'objectif de tout ça, c'est d'aboutir à ce que le calcul de la TVA soit automatisé et qu'une fois qu'on sera en détail de ligne, la gestion de la DEB soit également automatisée et que les entreprises n'aient plus besoin de le faire. Donc très schématiquement, le schéma, donc là, j'ai pas de créativité de mon côté, je reprends le schéma de l'administration. Donc si on met tout ça en musique assez rapidement, puisque c'est pas l'objet de ce matin, je fais juste que replanter le décor global. Vous inquiétez pas, on va rentrer tout de suite dans le sujet, mais je reviens sur le contexte. Donc, un émetteur, puisque c'est le sujet de Quibi, directement ou via un opérateur de dématérialisation, donc un acteur qui n'a pas été immatriculé par l'administration, va déposer ses factures sur le portail public de facturation, dans le socle. Donc le socle, je vous rappelle, c'est soit un FactureX, donc fichier PDF qui embarque
de la data sous forme XML, soit un C2I, qui est un fichier pure data, soit un UBL, qui est un fichier qui peut embarquer aussi un visuel, en plus de la data. Donc, il dépose ses factures sur le PPF. À partir de là, la facture, soit elle va directement chez l'acheteur, qui la récupère sur le PPF directement ou via un opérateur de dématérialisation, ou bien elle peut également aller chez l'acheteur via un PDP, mais dans ce cas-là, c'est uniquement, comme on l'a vu au deuxième épisode, un flux du socle. Dernier cas de figure, je suis fournisseur et j'ai un acheteur qui me demande un flux différent du socle. Dans ce cas-là, je dois l'émettre par une plateforme de dématérialisation partenaire, donc un des fameux PDP qui auront fait l'obligation d'une immatriculation, qui auront fait l'objet, pardon, d'une immatriculation. Et ce PDP va à la fois transmettre au destinataire le flux qu'il attend, donc par exemple un Edifact D96 en détail de ligne, comme c'est le cas dans beaucoup de flux dématérialisés depuis des années, des flux Carrefour ou des flux dans l'automobile ou des flux avec d'autres donneurs d'ordre. Donc il va composer et transmettre ce flux à destination du PDP du destinataire, et chacun des deux PDP assurera au PPF la fourniture des données nécessaires en lui garantissant que ce qui a été transmis est bien conforme et correspond bien à ce que aurait attendu le PDP. Donc ils échangent un flux différent, mais garantissent au PDP la concordance de cette différence avec l'attendu. Voilà globalement donc le cadre global, et tout ça, ça va remonter à l'administration fiscale pour l'automatisation des déclarations de TVA et également pour à terme pour la DEB dans un deuxième temps. Donc, je ne reparle pas ici des formats du socle, c'était le premier épisode de notre saga. Je ne reparle pas non plus de tous les schémas qui vont pouvoir concourir, ainsi que ce que veut dire une PDP, un OD, les différences et pourquoi prendre l'un plutôt que l'autre. C'était l'objet du deuxième épisode, où ce sera au sujet du quatrième qui reviendra derrière, entre autres. Aujourd'hui, nous allons parler du e-reporting. Alors, c'est vraiment important de bien comprendre que le e-reporting, c'est une obligation qui n'est pas facultative, mais c'est bien une obligation qui s'adresse à tous les assujettis domestiques qui émettent des factures liées à des opérations sur le territoire national. Donc, si je fais une opération liée à qui s'exécute en France, même si mon client facturé il est hors de France, je vais rentrer dans les obligations du e-reporting ou de facture électronique. Alors, le déterminant, il est simple. Il est simple, sauf que, attention, on est parfois un peu réducteur quand on parle de B2C. Le B2C, c'est pas un ticket de caisse ou une facture comptoir, c'est une facture vers un destinataire non assujetti fiscal. Donc, si on reprend l'arborescence, elle est simple. Ma facture, est-ce qu'elle concerne un client domestique ou est-ce qu'elle concerne un client extra-domestique? Donc, si c'est un client qui n'est pas français, même si c'est une opération qui est exécutée en France, si la facturation, le facturé A, j'insiste, le facturé A, je ne parle pas du livret A ou du payé par, je parle du facturé A. Donc, si le destinataire de la facturation est extra-domestique, je rentre dans le cas du e-reporting de facturation. Et si je m'adresse à un client domestique, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est un assujetti fiscal ou pas? Et là, on commence à rentrer un petit peu, on a déjà pointé ça dans un webinaire précédent, mais j'insiste parce que c'est un vrai discriminant. Assujetti fiscal, c'est pas forcément particulier. Je facture une association, elle n'est pas forcément assujetti fiscal. Je facture un auto-entrepreneur, il n'est pas nécessairement assujetti fiscal. Et donc, il y a un certain nombre de qui en fait ne sont pas assujettis. Donc le discriminant, c'est l'assujettissement fiscal et non pas le fait que c'est une facture comptoir ou c'est un ticket de caisse ou c'est une facture générée sur la ligne de caisse. Attention, une facture générée sur la ligne de caisse ou au comptoir à destination d'un assujetti fiscal doit passer dans le flux de e-facture.
Un ticket de caisse ou une facture qui s'adresse à un non-assujetti fiscal fera l'objet du e-reporting. Donc là, c'est vraiment important de gérer cette information parce que il ne faut pas s'attendre, il ne faut pas imaginer qu'on va pouvoir tout envoyer sur le PPF et que le PPF va faire le tri. Non, ce n'est pas du tout son rôle. Ça pourra se faire avec un PDP. Si j'ai un PDP, on pourra imaginer tout lui envoyer et c'est lui qui va faire le dispatch et qui va composer les différents flux de e-reporting, mais il aura quand même besoin d'avoir l'information pour connaître le client et savoir si le client est assujetti ou pas, parce qu'il ne pourra pas l'inventer. Donc, on retombe sur le point de départ qui est la base de données client, la connaissance client, qui va déterminer le tuyau dans lequel l'information va partir. Est-ce qu'elle part en e-facture sur le PPF dans un format du socle ou via un PDP, ou est-ce que ça part en e-reporting, géré par moi-même ou géré par mon PDP si je passe par un PDP. Donc, ce qui est important, une fois qu'on a posé ça, c'est de comprendre aussi que derrière, il y a une cadence. Il y a une cadence qui fait que je ne fais pas ça quand j'ai envie. Je ne fais pas ça au fil de l'eau. Je ne fais pas ça transaction par transaction. Non, 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 non. Si c'est du B2C, je dois remonter l'information jour par jour en fonction de ma fréquence, de mon régime de TVA qui va déterminer la fréquence. Donc, si je suis sur le régime normal mensuel, qui je pense est le régime dominant, je dois faire ça en 3 cycles qui sont sur le schéma ici. Du 1er au 20, je dois faire mon dépôt le 20. Du 1er au 10, je dois faire mon dépôt le 20. Du 11 au 20, je dois faire mon dépôt le 30. Du 21 à la fin du mois, je fais mon dépôt le 10 suivant. Et dans mon dépôt, donc je vais avoir soit les transactions B2B non domestiques en détail de transactions, le B2C globalisé par jour. Mais je ne pousse pas chaque jour ou au fil de l'eau les transactions. Non, non, non. Il faut bien que j'ai la cadence. Si je suis sur un réel normal trimestriel, dans ce cas-là, c'est le mois, ça se fait par mois et non pas par trimestre, ça se fait par mois. Et ensuite, les régimes simplifiés, je ne vais pas rentrer dedans, puisque je ne pense pas que nous ayons autour de la table de participants concernés par ces régimes. Donc, c'est vraiment important de pouvoir distinguer les informations et, on va revenir derrière sur le sujet, de pouvoir les fournir. Parce que le flux doit être au plus proche. Et donc, la réforme, ça, c'est un point qui est en filigrane dans la réforme, qui ne saute pas forcément aux yeux, mais qui est un vrai sujet sur lequel l'administration, je ne vais pas dire qu'elle manque de clarté. En tout cas, il y a des clarifications qui sont souvent demandées au niveau du FNFE sur cette partie-là, qui est que, à l'instant présent, je peux faire une facture. Comment dire, la recommandation de la facturation, c'est au plus près du fait déclencheur. La réforme est en train de modifier la donne. C'est-à-dire que aujourd'hui, je dois être au plus près du fait déclencheur, mais je peux faire quand je veux. Et si je veux facturer en trimestriel quelque chose qui a été fait au début du trimestre, rien ne me l'interdit. Implicitement, la réforme est en train de changer la règle. C'est-à-dire que le sous-entendu désormais, c'est la facture doit être faite au plus près du fait déclencheur, mais également dans le cadre de cette cadrance qui est soit au fil de l'eau pour la facturation électronique, soit le e-reporting pour les flux qui sont dans le e-reporting. Et ça, c'est vraiment important parce que ça impacte les process de facturation. Je ne sais pas si on aura une position ferme de l'administration, mais en tout cas, le sujet est clairement posé sur la table et ça va toucher des entreprises qui facturent sur des fréquences au-delà du mois, ou même déjà ceux qui sont mensuels par rapport à des flux d'activité qui peuvent être au quotidien. Et alors, tous ceux qui sont au-delà de la fréquence mensuelle, ça peut les impacter parce que la fréquence de facturation peut être contrainte par ces obligations de e-reporting. Le contenu du e-reporting, je n'insiste pas dessus parce que c'est globalement très très simple. Les données sont dans le système d'information, que ce sont des données de facturation. La vraie clé, le vrai point important, c'est d'être capable de dispatcher les flux.
Il n'y a aucune complexité, hein. Je ne suis pas en train de dire que ça va être très compliqué. Non, non. Il faut simplement savoir comment on va dispatcher les flux, comment on va identifier les cas de facturation, domestique, non domestique, assujetti, non assujetti, de manière à pouvoir dispatcher les flux. Et définir la règle, c'est facile. Derrière, il faut que la base de données client de l'outil de facturation, de l'ERP, soit à jour. Parce que si elle n'est pas à jour, le dispatch des flux sera pas à jour, et là, ça va partir un petit peu en cacahuète. Donc, c'est un vrai sujet de data, et on ne le répétera jamais assez. Le cœur du sujet prioritaire en vue de la réforme de 2024, c'est la qualité des bases de données clients. J'avance sur le deuxième type de e-reporting. Il va porter sur les encaissements. Donc lui, il est totalement dans les mains de l'émetteur, que ce soit lorsqu'on est en TVA, enfin pardon, je recommence. Il est totalement dans les mains de l'émetteur, sachant qu'il ne concerne que la TVA sur les encaissements. Donc toutes les factures en TVA sur les débits, la TVA est considérée due à l'émission de la facture. Il ne se pose pas de questions pour l'administration. Par contre, TVA sur les encaissements, la TVA est due à l'encaissement. Et donc, à partir de là, il est nécessaire de remonter l'information sur l'encaissement de manière à permettre les calculs de TVA. C'est ce qui fera l'objet du e-reporting, des paiements. Là, quelques points importants. Donc, comme je l'évoquais, c'est l'émetteur qui en est forcément redevable, y compris dans le cadre de l'autofacturation. Ce qui est important, première chose, ça couvre B2B, B2C. Donc, je dois faire le e-reporting, que ce soit sur une facture B2B domestique sur encaissement, que ce soit sur une facture non domestique sur encaissement, ou que ce soit sur une facture non assujettie, donc le B2C au sens de la réforme, une facture non assujettie pour laquelle je pourrais avoir une TVA hors encaissement. Donc on retombe sur les mêmes problématiques, qui est de bien identifier les différents cas de figure. Ensuite, il y a un point de détail sur lequel je ne vais pas rentrer, mais c'est une lecture que je vous recommande de faire, les 35 cas d'usage. Et alors, j'ai pas partagé correctement mon écran, donc je peux pas vous les montrer. Si je vais quand même vous les montrer. Ouais, ça va être un peu. Non, je peux pas vous les montrer. Ça va être un peu compliqué d'aller les chercher. Je mettrai le lien. De toute façon, le lien est à la fin de la présentation. J'invite toute entreprise à regarder dans les spécifications externes de la réforme les 35 cas d'usage. Pourquoi? Simplement parce que des règles sont précisées par l'administration qui doivent être respectées pour que la gestion de ces cas de figure soit conforme, à tout point de vue, jusque la partie e-reporting. Et dans les cas d'usage, il y a des cas qui concernent toutes les entreprises, des escomptes, le cas des factors, le cas des, alors ce qu'ils appellent les tiers payeurs ou les intermédiaires transparents, donc les payeurs, les centres payeurs, ou les centrales de paiement, qui sont des intermédiaires qui ne sont pas le facturé, mais qui vont être le tiers payeur. Et donc ces différents cas d'usage, les acomptes également, tous ces cas doivent être gérés de manière correcte pour éviter que derrière, il y ait une incohérence ou une erreur dans la gestion de la facturation, du e-reporting, des paiements qui va suivre. Et donc, franchement, il est nécessaire, je ne vais pas les dérouler parce que ce serait fastidieux et puis ça ne concernerait pas forcément tout le monde, mais c'est une vraie lecture. Je vous invite tous à prendre une demi-heure pour aller sur le lien des spécifications externes que je mettrai dans la diffusion, identifier les 35 cas d'usage et regarder quels sont ceux qui vous concernent, de manière à vous assurer que vos process et votre organisation et votre manière de gérer les données dans votre système d'information est correcte. Parce que si vous n'êtes pas aligné avec le mode de fonctionnement que l'administration a identifié pour ce cas d'usage, pour la gestion des acomptes, pour la gestion des arts, la gestion des escomptes, etc.,
ça risque d'avoir des impacts très très lourds derrière. Faut quand même bien garder en tête que derrière, c'est le calcul de la TVA et que l'administration ne va pas faire des tri. Donc si elle voit des choses en double compte, on peut attendre. Je dis bien on peut attendre, hein, parce que c'est pas, j'imagine qu'ils le feront, mais j'en ai pas la garantie, qu'ils le détecteront. Par contre, s'il y a des trous ou s'il y a des oublis, là, ils ne le verront pas et ça risque de se retourner contre l'émetteur qui se retrouvera redevable d'un excès ou d'un manque de TVA, avec tous les problèmes qu'il peut y avoir derrière. Donc c'est vraiment important de bien regarder ces cas d'usage, parce que ces cas d'usage déterminent le circuit de facturation, mais également les modalités de gestion du e-reporting des paiements qui vont derrière. Donc ça, cette partie-là, elle est importante. C'est pas la data, la donnée, vous l'avez dans le système d'information. Par contre, s'assurer que la manière avec laquelle vous gérez le cas métier, le cas d'usage, l'autofacturation, les tiers payeurs, etc., que vous le gérez d'une manière correcte. Les données de paiement, même chose, un cycle très très court. Pour la plupart des entreprises, réel normal mensuel, période le mois, dépôt le 10 du mois suivant. Pour les entreprises sur un régime simplifié d'imposition, même chose. Le mois met le dépôt entre le 25 et le 30, et pour les autres, ce sera tous les 2 mois. Alors, toujours même chose, il ne faut pas imaginer qu'on va envoyer l'information au fil de l'eau. Non, non, l'information doit être compilée, doit être préparée, de manière à être envoyée à la cadence attendue par l'administration. Et si j'envoie deux choses différentes, la deuxième ne va pas écraser la première. Absolument pas. L'administration a prévu la possibilité de gérer des corrections et des rectifications. Il y aura des codes particuliers pour venir rectifier ou corriger une déclaration préalable. Sauf que, alors je l'ai mis en troisième position ici dans mes recommandations, mais moi je suis pas un expert de la gestion du poste client, sauf qu'on m'a toujours dit, plus il y a d'OD dans un poste client, plus c'est compliqué à suivre et moins c'est bon signe d'une gestion fine du poste client. Je pense que ce sera pareil. Là, s'il y a des corrections, des rectifications dans tous les sens, vu que c'est un cycle continu, que c'est une noria de déclarations, ça risque d'être compliqué à gérer. Donc, on en revient à ce que j'évoquais, qui est pour moi la recommandation clé. C'est une affaire de processus et de rigueur. Donc, il est nécessaire, et là, ça n'attend pas, ça ne dépend pas des outils informatiques qu'on va mettre en place. Non, non, c'est une affaire de process et de rigueur. Et donc, il est urgent de reprendre les processus pour s'assurer que le pointage des règlements sera en phase avec le cycle de gestion, que ce pointage est fiable, que le lettrage des règlements est également fiable, parce que si je lettre mal, que je fais des corrections, c'est déjà compliqué dans mon outil de gestion, mais alors si en plus de ça, il faut que je répercute ces corrections de lettrage derrière dans mes remontées d'informations vers le PPF, dans le e-reporting de paiement, je me laisse imaginer le sac de nœuds que ça va représenter. Donc il y a un vrai enjeu dans la fiabilité de la facturation et le suivi des encaissements. Parce que les moindres erreurs, les moindres écarts, les moindres rectifications, potentiellement, peuvent venir s'empiler les unes sur les autres dans le cadre de la cadence imposée par l'administration et avoir des impacts très très lourds, parce que derrière, ça va être la TVA calculée automatiquement. Donc, voilà, j'ai pas besoin d'insister autrement, je pense que vous avez compris l'enjeu. Donc, qu'importe la voie de transmission, le prestataire, la solution technique, la clé de tout, ce sont des données de qualité, c'est un processus régulier, rigoureux, pour que les erreurs de lettrage, pour que le délai de lettrage, le délai de pointage des règlements, le délai de lettrage soit le plus court possible et pardon, hop, le plus, le plus fiable possible. Deux, c'est de regarder les cas d'usage identifiés par la DGFiP, de bien les comprendre pour ceux qui s'appliquent à vous et de vous assurer que vos process sont alignés avec ces cas d'usage. D'avoir un fonctionnement qui réduit le risque ou la nécessité des correctifs et des rectifications. Ce sera possible, sauf que ça peut avoir des effets en cascade. Et surtout, de bien anticiper le fait qu'implicitement, la réforme a un impact sur les délais de facturation. Et que oui, dans le droit, j'ai le droit de facturer sans véritable limite,
même si la recommandation, c'est d'être au plus près du fait déclencheur, la réforme, implicitement, sous-entend que c'est au plus près du fait déclencheur et dans le cadre de la cadence imposée. J'ai été peut-être un petit peu rapide puisque je pensais avoir un petit poil plus de temps. Mais bon, on pourra revenir sur les questions. Donc, dans le support, dans le mail que pour diffuser le replay, je vous remettrai donc les liens vers les différentes pages, dont notamment. Alors, est-ce que ça s'ouvre dans l'écran partagé? Non, ça s'ouvre pas dans l'écran partagé. Zut. Donc ça sert à rien. Mais donc, je vous invite à vraiment consulter les cas d'usage sont dans les spécifications fonctionnelles de la réforme et vous avez une foire aux questions d'administration qui est très, très, très bien faite. Les textes, j'ai mis les liens ici si nécessaire. Encore une fois, sur le reporting, on retombe sur des sujets data, process, rigueur. Je propose d'enchaîner sur les questions s'il y a des questions que vous pouvez me passer dans le chat. Allez-y, hein, s'il faut, j'ai mon anti-sèche, j'ai imprimé les pages qui vont bien des spécifications sur les reporting. Y a-t-il des questions? Est-ce qu'il y aura 2 e-reporting? Oui, tout à fait, je confirme. Il y a bien 2 e-reporting distincts qui vont remonter, alors si on prend la terminologie officielle, par des messages par des flux syntaxiques, donc par des flux de données distincts, l'un pour les factures et l'autre, enfin pour les factures non e-factures, donc les factures non domestiques et non assujetties, et à côté, sur une cadence d'ailleurs différente, un flux pour les données de paiement. Et donc là, ce sont bien 2 flux différents. Accessoirement, de manière implicite, hein, ça veut dire que si votre activité aujourd'hui ne concerne que des assujettis domestiques et que vous êtes en TVA sur les débits, c'est le bonheur, puisque ça veut dire qu'il n'y a pas de e-reporting et ça veut dire qu'il n'y a pas de e-reporting de facture, il n'y a pas de e-reporting de paiement. Oui, quoi que c'est une bonne question. Je viens de me demander si je vais diffuser les supports. Oui, je les envoie. Je mettrai le support en copie au replay. C'est une bonne question. Je pense que j'ai diffusé que les replays sans diffuser les supports. Alors, le e-reporting des règlements sera obligatoire en 2027. En fait, il est obligatoire en même temps. Il va se déployer au même rythme que l'obligation d'émettre. Par contre, si j'anticipe, ce qui est assez logique, hein, si j'anticipe l'obligation d'émettre, inévitablement, l'obligation de e-reporting suit. Donc les deux sont concomitants. Pardon. Par contre, dans les deux cas, j'ai une deadline qui est celle qui m'est imposée. Donc si je mets ma deadline au 1er janvier 2025, par exemple, je serai dans l'obligation de faire la e-facture et le e-reporting des factures non domestiques, non assujetties et des paiements au 1er janvier 2025. Si j'anticipe les deux. Je ne peux pas anticiper la facture électronique sur quelques clients et pas de e-reporting. Non, si j'anticipe, il faut que j'anticipe les deux. Donc les deux obligations sont parfaitement alignées. Donc ce ne sera pas 2027, c'est bien avant. Ça va avec la réforme. Le calendrier, il est vraiment aligné sur la réforme, sur les obligations d'émission. Alors, oui, alors je vais pas entrer dans le détail de la question. Donc je pense que là, vous devez être dans un des cas, dans un des 35 cas. Attendez, je reste sur la question là. Je vois qu'il y en a une suivante, mais donc vous envoyez une facture à un gestionnaire de copropriété qui est le payeur, mais qui n'est pas forcément le facturé A. Donc là, il faut regarder, parce qu'effectivement, selon les différents cas de figure, est-ce que le gestionnaire est celui qui est facturé ou est-ce qu'il est juste le payeur, étant donné que ce qui est facturé, c'est la copropriété. Là, j'avoue que ce sont des cas sur lesquels je n'ai pas de maîtrise parfaite, mais je pense que vous êtes dans les cas identifiés par l'administration. Ça ressemble très fortement à ce qu'ils appellent l'intermédiaire transparent. C'est-à-dire que ma facture est prise en charge
par quelqu'un qui n'est pas le destinataire au sens fiscal du terme de la facture, mais c'est cette personne qui va gérer son règlement. Et donc, c'est un intermédiaire transparent indispensable. Donc là, je pense que oui, il vaut mieux vérifier le cas de figure. Si c'est pas le cas, ça mérite de poser la question à l'administration. Donc la copropriété n'a pas forcément de SIRET, mais le gestionnaire si. Donc la question là va tomber sur qui est l'assujetti destinataire de la facture. Est-ce que le gestionnaire est le facturé A ou est-ce qu'il est simplement le payé par? S'il est le payé par, il est assujetti, mais il n'est pas le destinataire. Si par contre il est le facturé A, dans ce cas-là, on sera dans le déterminant. Donc là, je pense qu'il faut regarder les différents cas pour vérifier. Ils sont pas très très compliqués, hein, il n'y en a pas non plus 300 pages, mais il y a quand même, ils sont bien détaillés. Je vous invite à regarder pour identifier ce cas de facturation-là. Sachant que, comme vous le précisez en plus, n'a pas forcément de SIRET, donc ce qui veut dire qu'on va avoir une subtilité qui renvoie à ce que j'évoquais, c'est la qualité des données qui va être déterminante. Et ça, vous pouvez le faire dès aujourd'hui pour vous assurer que, au plus tôt 1er juillet 2024, votre base de données soit propre et permettre de gérer ces différents cas de figure. Le cas où je peux avoir des gestionnaires avec SIRET, des copropriétés avec SIRET et des copropriétés sans SIRET avec les différents cas de figure. Donc là c'est de la préparation qui n'est pas technique, qui n'est pas liée à un prestataire, mais qui est de la préparation process, data. Et ça, vous pouvez l'attaquer tout de suite parce que c'est quelque chose qui potentiellement peut prendre du temps. Un client qui est domicilié en France mais facturé à l'étranger. Donc là, alors, de mémoire, si l'opération est réalisée en France, de mémoire, j'ai juste un petit doute, mais je vais aller vérifier. Alors, j'ai pas partagé le gros document de l'administration, ce qui est maladroit. J'aurais dû le prévoir. Mais l'opération est réalisée en France, même si c'est facturé à l'étranger. C'est, me semble-t-il, considéré comme une opération domestique. Je vais le vérifier. Je note la question pour vérifier. Donc, une opération réalisée en France. En fait, la question, la question, j'ai pas le détail de réponse, mais je pense que ça va se jouer là-dessus. C'est si j'envoie ma facture à l'étranger, mais qu'elle concerne une personnalité, une personne morale française, dans ce cas-là, j'ai pas de doute, ça rentre dans le e-facture. Si l'opération réalisée en France concerne une personne morale non domestique, là, je pense que ça rentre dans le e-reporting. Donc là, je vais regarder pour vous apporter la réponse. Plutôt que de répondre trop vite et de vous dire quelque chose de faux. J'ai noté la question. Autre question, le reporting sera un déclaratif manuel ou une automatisation est possible avec le logiciel de facturation? Alors, il y a deux cas de figure, et c'est au choix. Soit ce sera déposé manuellement sur le PPF à partir de données compilées de votre côté. Donc, j'ose imaginer que la plupart des outils de gestion seront capables de composer le e-reporting. Alors après, ça va dépendre. Si vous avez un vieux, je vais pas citer de nom, mais si vous avez un outil en local qui date d'il y a 15 ans et qui n'est pas mis à jour, ça c'est clair qu'il ne saura pas le faire. Si vous êtes sur un outil à jour où vous avez fait la mise à jour, je suis convaincu que la plupart des éditeurs vont intégrer cette fonctionnalité de calcul des montants de e-reporting. Alors, toujours en retombant sur la même problématique, hein, c'est qu'il faudra bien que les données d'identification des clients en amont soient à jour. Et donc, l'outil sera certainement capable de le faire. Soit donc, premier cas, vous le déposez vous-même sur le PPF ou par votre opérateur de dématérialisation. Soit c'est cet opérateur de dématérialisation ou cette plateforme partenaire
ce PDP est plateforme partenaire de dématérialisation, donc celui qui est immatriculé, qui pourra le composer pour vous à partir des flux. Les deux sont possibles. Par contre, si c'est le prestataire qui le compose pour vous, là se pose une petite question assez logique, hein, c'est faut bien s'assurer qu'il n'y ait pas de redondance et de trou. Et donc, s'il y a une partie qui passe dans les mains d'un prestataire, une partie qui passe pas dedans, le prestataire, il ne le fera que sur sa partie. S'il y a deux prestataires, il faut bien s'assurer qu'il n'y a pas de redondance entre les deux de recouvrement ou qu'il n'y a pas de gap. Mais en tout cas, ça pourrait s'automatiser certainement dans l'outil de facturation et les prestataires, les PDP, pourront proposer une prestation pour assurer cette composition du e-reporting sous réserve qu'ils aient l'information. Par exemple, je sais que nous, on analyse de notre côté pour le préparer, les transactions B2C au sens propre du terme, donc les tickets de caisse peuvent remonter dans le e-reporting de manière synthétique, sauf que il faut bien que ça remonte. Et donc, si nous, en tant que PDP, on doit composer du e-reporting de paiement, que le périmètre couvre du ticket de caisse, qu'on ne traite pas en termes de facture électronique, il faut qu'on récupère ces informations. Donc, ça pourrait être du déclaratif manuel comme ça pourrait être de l'automatisé. Les deux sont possibles. Après, ce sera une affaire d'offre de service. Donc, tout dépend de votre ERP, si vous l'avez mis à jour et si la fonctionnalité, et puis ensuite du prestataire. Alors, apparemment, donc là, on revient à la question de tout à l'heure. Avant d'interroger l'administration, je pense qu'il faut regarder dans la foire aux questions et dans le document de synthèse. Vous aurez certainement la réponse. Parce qu'ils ont quasiment tout prévu. Je sais, pour leur avoir remonté un cas un petit peu particulier par un partenaire éditeur de logiciels très, très, très spécifique, que si on leur remonte des cas qu'ils n'ont pas prévus, ils les analysent. Mais on est vraiment sur des cas très, très isolés. Je pense que le cas qu'on a évoqué tout à l'heure, des copropriétés, est un cas qui fait partie des 35 cas d'usage identifiés. Donc déjà, regardez la foire en question et le document, les spécifications de l'administration. Normalement, vous y trouverez la réponse. Après, s'il n'y a pas de réponse, on peut les interroger directement. Si vous ne trouvez pas la réponse, je peux vous donner, je vous demanderai à côté, je vous passerai l'adresse mail sur laquelle on peut adresser la direction projet au sein de la DGFIP. Qu'en est-il pour toutes les ventes internationales et intracommunautaires? Alors, tout ce qui n'est pas domestique, si c'est facturé de France, ça fait l'objet du e-reporting. L'intracommunautaire, on doit identifier le client par son TVA intra. Bon, ça, c'était déjà, normalement, l'obligation existait déjà, me semble-t-il, donc c'est pas nouveau, mais en tout cas, il faudra bien l'avoir. Donc, pour les clients domestiques, il faudra le SIRET. Pour les clients intraco, il faut forcément l'intra. Pour l'international, l'identifiant, là, c'est beaucoup plus flou puisque c'est un petit peu moins normalisé. Mais dans tous les cas, ça rentre dans le périmètre. Alors, petite particularité sur laquelle on travaille, nous, en tant qu'opérateurs, mais on attend quelques confirmations de l'administration. A priori, les factures destinées à des assujettis non domestiques pourront malgré tout passer directement sur le PPF. Et ne restera que l'information de paiement pour le cas de ces factures, s'il se trouve que ce sont des factures qui ne sont pas en TVA sur les débits ou en autoliquidation. Donc ça, si c'est avéré comme option, nous, en tant qu'opérateur, c'est ce qu'on proposera à nos clients, c'est de prendre tout, de tout mettre sur le socle du PPF, que ce soit domestique ou non domestique, de manière à ce qu'il n'y ait pas de e-reporting des flux non domestiques. Mais je dis bien, ça c'est la position de Quibi, puisque a priori, mais c'est deux, trois mentions qu'on a trouvées dans les écrits qui nous laissent penser que c'est possible. Et corroboré, parce qu'il y a plusieurs endroits où on a trouvé la même chose. Si ça peut se faire, ça peut être traité comme tel. Donc dans ce cas-là, toutes les factures passent par le PPF, domestique, non domestique, mais par contre, ça doit passer sur le format du PPF. Ce qui n'est pas anodin parce que ça sous-entend que le client doit la récupérer par ce canal-là. C'est pas neutre. Et donc, il faut être capable de lui transmettre ou de lui mettre à disposition par ce canal. Ce qui est un sous-entendu qui n'est pas négligeable.
Comment se fait la mise à jour des statuts? Uniquement par le PPF pour les 4 obligatoires ou bien par e-reporting, aussi si utilisation d'autres statuts intermédiaires? Alors, les statuts intermédiaires ou les statuts complémentaires, a priori, ne seront pas gérés par le PPF qui se limite aux 4 statuts prédéfinis, que j'ai plus en tête, mais en tout cas aux 4 statuts. Donc lui, il ne fait que ça. Comment ça se passe? Bah, la gestion du cycle de vie, ce sont les opérateurs de démat ou les clients directement, enfin les clients, les émetteurs, les fournisseurs et les clients directement sur le PPF qui font les mises à jour. Donc, en tant qu'opérateur de démat, si je récupère une facture, on va la contrôler, on va la déposer sur le PPF et donc on aura déjà les 2 premiers statuts. Est-ce qu'elle a été déposée et est-ce qu'elle a été validée, enfin acceptée ou rejetée? Ça, c'est des contrôles techniques. C'est des contrôles de qualité de qualité de données, de format, de cohérence, etc., de calcul sur les bases de TVA, etc., etc. Donc là, les 2 premiers statuts, c'est des statuts de prise en charge, gérés soit par l'opérateur, soit directement par le PPF, si vous gérez à la main. Le troisième, c'est la facture a été récupérée. Là, c'est le PPF qui le gère, soit parce que le client est venu chercher la facture sur son compte du PPF, soit parce que son opérateur ou son PDP a récupéré la facture pour son compte et que donc de ce fait, on considère que la facture est récupérée. Enfin, l'information de paiement, elle remonte, elle va remonter. Alors c'est une bonne question parce que finalement, soit c'est le reporting de paiement qui la passe à payer, soit c'est le client qui la passe à payer. C'est une excellente question. C'est une excellente question parce que je ne pense pas que le client va s'amuser à mettre à jour les statuts s'il n'a pas d'obligation. Donc le statut payé, est-ce que je l'ai ici? Je vais rechercher et je mettrai la réponse dans le. Je mettrai la réponse dans la diffusion du replay cet après-midi ou demain. Et je vais rechercher. Mais a priori, effectivement, c'est une très bonne question. Je m'étais même pas. Je ne voudrais pas dire de bêtises, je vais regarder ça. Tac, le reporting s'impose aux entités qui facturent des collectivités et passent par Chorus. Oui, sachant que donc Chorus va migrer sur le PPF, donc très très rapidement. J'ai pas en tête le planning, je ne sais pas s'il a été communiqué, mais en tout cas, ce que l'administration nous a dit, c'est qu'il y allait avoir une migration de Chorus sur le PPF très rapide et qu'ils ont parlé de semaines, voire à tout casser de 1 ou 2 mois dans la foulée de la mise en place du PPF. Donc en gros, ça veut dire qu'au plus tard, fin 2024, Chorus aura été migré sur le PPF. Donc tout sera unique. Si vous avez peur, facturant par Chorus Pro, d'avoir 2 flux différents, non, non, tout sera migré et donc dès le début, vous pourrez envoyer vos factures Chorus Pro sur le PPF et progressivement, tout ça, ça va disparaître. Donc ça, la partie facture, c'est facile. Le e-reporting, pour les entités qui facturent les collectivités, passe par Chorus Pro. Donc ça veut dire que tout ce qui aujourd'hui s'adresse à des entités non assujetties, ce qui est le cas de beaucoup d'administrations, la question ne se pose pas puisque ça va migrer sur le PPF. Donc là, il n'y aura pas de e-reporting pour la facture de collectivité. Ce sera sur le PPF qui reprend le flux Chorus Pro. Sur la partie paiement, c'est une bonne question. Par contre, la question que je me pose, c'est bah oui, non, ça dépend par le fournisseur. Donc, en toute logique, je dirais oui. Je dirais oui qu'il y aura du e-reporting des règlements pour les factures en règlement en TVA sur les encaissements lorsqu'elles sont adressées à des clients Chorus. Donc, je vois pas de raison qu'il n'y en ait pas. C'est le flux standard. Y aura-t-il des changements pour la plateforme? Alors ça, c'est une très bonne question. C'est une très très bonne question. Y aura-t-il des changements pour les plateformes spécifiques de certains clients comme CGDIM ou Coupa et d'autres, hein? C'est une excellente question sur laquelle je suis bien en peine de vous répondre. En toute logique, alors je peux faire une réponse théorique, mais spécifique aux différents clients CGDIM ou aux différents Coupa,
client Coupa et les autres, hein, parce qu'il y a Ariba, il y a Tradeshift, il y a Generix, il y a des plateformes, il y en a un paquet. En toute logique, les clients qui aujourd'hui sont sur ces plateformes ont de fortes chances d'y rester. Et donc, d'utiliser ces plateformes comme des PDP. Avec, et c'est là où c'est un petit peu moins enthousiaste, avec la demande auprès de leurs fournisseurs d'un format différent du socle. Donc, imposant à leurs fournisseurs de passer par un PDP pour livrer ce format différent du socle. Maintenant, j'en ai pas la garantie. Mais pour avoir discuté avec certains d'entre eux, c'est assez logique. Aujourd'hui, l'avantage de ces plateformes, c'est que ça leur permet d'avoir un flux de données en détail de ligne dans beaucoup de cas, et ou avec des informations qui ne sont pas dans le socle du PPF. Certaines informations fiscales ou parafiscales, type la D3E, l'écotaxe, etc., ne sont pas forcément véhiculées dans le socle, alors qu'eux en ont besoin. Donc, ces utilisateurs de ces plateformes, lorsqu'on est dans ce cas où ils reçoivent des flux qui sont beaucoup plus riches que le socle, ces utilisateurs vont continuer à utiliser ces plateformes, puisque migrer sur le socle du PPF reviendrait pour eux à une régression. Ils perdraient des informations. Donc là, ils vont continuer à utiliser ces plateformes qui, normalement, deviendront PDP, ce qui veut donc dire que pour adresser vos factures à ces opérateurs PDP, il faudra passer en tant qu'émetteur par un autre PDP, de manière à ce que ce PDP compose le flux attendu par le PDP destinataire et assure la concordance avec la synchronisation des données avec le PPF pour ce flux qui n'a pas transité par le PPF. J'espère que j'ai été clair. Sachant que c'est une vraie question, aujourd'hui, les positions ne sont pas clairement établies. Je ne vais pas citer celui que je connais, mais il n'y en a qu'un seul qui clairement a dit qu'ils resteront dans leur schéma actuel et qu'ils ne migreront pas sur le socle. Certains autres peuvent migrer. La vraie clé, alors c'est une question d'autant plus importante, hein, et très pertinente, la vraie clé de décision pour ces récepteurs de factures, c'est peuvent-ils se satisfaire ou pas du flux du socle du PPF, même dans le flux cible de 2026. S'ils peuvent, ils ont tout intérêt à se satisfaire du flux du PPF et demander à leurs fournisseurs de leur envoyer dès maintenant le flux cible de 2026. Et dans ce cas-là, c'est bien plus simple pour eux puisqu'ils n'obligent pas leurs fournisseurs à passer par un PDP, mais ils restent sur le schéma standard du socle par le PPF, par le portail public de facturation. Si par contre, ils ne peuvent pas se satisfaire du flux du socle, pour des raisons qui leur sont propres, dans ce cas-là, ils vont continuer à demander ce flux existant, ce flux spécifique. Et là, c'est très important pour les fournisseurs, puisque ça veut dire qu'on est dans le déterminant incontournable qui va imposer à l'émetteur de passer par un PDP. Puisque, sans vouloir revenir sur ce qu'on avait vu au dernier webinaire, sur le deuxième épisode, c'est que le PDP, il a globalement deux rôles. Il a un rôle incontournable qui est sa capacité à à transmettre un flux différent de celui qui doit transiter par le PPF, le socle qui doit transiter par le PPF. Donc là, ça, c'est vraiment un rôle incontournable. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Et il a une deuxième dimension qui est d'apporter des garanties qui seront coûteuses, mais d'apporter des garanties en termes de sécurité de la gestion des informations, d'hébergement, d'infogérance, de Secnum Cloud, de cloud souverain, comme dirait l'autre, etc. Donc ça, c'est les deux points clés du PDP. Si je n'ai pas de client qui m'impose de produire un flux différent de celui du PPF, alors je ne choisis un PDP que parce que je veux du cloud souverain, des garanties ISO 27000, un certain nombre d'obligations, de règles qui auront un prix, il ne faut pas se leurrer, tout ça, ça va se retrouver dans la facturation, mais dans ce cas-là, je peux le faire. Mais je peux tout à fait me satisfaire du PPF. Et donc là, cette information, effectivement, cette information de est-ce que le client va continuer à utiliser cette plateforme en mode PDP avec un flux spécifique,
elle est elle est indispensable et malheureusement, on ne l'a pas et je pense qu'on ne l'aura que, je vais pas dire tardivement, mais dans la mesure où les immatriculations, vont réellement, arriver formellement, ce qu'a dit l'administration en décembre, le timing va être très, très court. Le timing va être très, très court, en espérant d'ailleurs qu'ils respectent bien décembre, parce qu'on n'est pas non plus à l'abri que ça prenne un petit peu de retard. Comment faire pour des clients ayant le même SIRET, mais plusieurs sites en France, donc plusieurs comptes comme SNCF? Bah, à mon avis, là, ce sera comme du Chorus, il y aura des codes service. Alors par contre, il y a un truc qui m'intrigue. S'ils ont plusieurs sites en France, normalement, ils ont des SIRET différents. Donc ça peut pas être le même SIRET. Donc soit, ils utilisent le même SIRET comme point central sur lequel sont routées les factures de différents autres SIRET. Et donc dans ce cas-là, on tombe sur la problématique du facturé A qui, regroupe plusieurs, livrets A. Soit ils ont plusieurs sites et donc dans ce cas-là, ils vont, probablement demander des SIRET différents peut-être. Et si c'est plusieurs activités distinctes sur un même SIRET, à ce moment-là, on va certainement voir apparaître les codes complémentaires. Puisque comme nous, la règle de l'annuaire du PPF, hein, la règle de routage, et d'ailleurs qui vous concerne tous. Moi, je parle côté émetteur parce que c'est le métier de Quibi et que c'est un gros sujet pour 2024, mais il y a quand même le versant récepteur et je pense que tout le monde autour de la table reçoit des factures. Donc, vous êtes concerné par cette réception. Et donc, chaque entreprise qui reçoit des factures par PPF va indiquer 2 choses dans l'annuaire. Première chose, est-ce que je suis touché par le PPF ou est-ce qu'il faut passer par un PDP? Et dans ce cas-là, quel PDP? Deuxième chose, est-ce que, lorsqu'on m'envoie une facture, je dois être adressé au niveau du SIREN ou au niveau de un ou plusieurs SIRET ou SIRET plus code au pluriel potentiellement, enfin singulier pluriel, complémentaire. Et donc ça, c'est très important. C'est pour ça que moi, ma recommandation, elle est de dire qu'il faut une base client avec tous les clients au niveau SIRET, pardon. Comme ça, on est quasiment certain que ça fonctionne. Si le client veut des codes complémentaires comme Chorus, il va vous le dire, donc vous le connaîtrez. Si il ne vous le dit pas, il vaut mieux avoir les SIRET. Comme ça, on est quasiment certain que ça fonctionne à tous les coups, ce qui sera relativement facile. Voilà. Visiblement, j'ai fait le tour des différentes questions. On a un petit peu dérapé en termes de timing. Je vous remercie de votre participation, de votre attention et de votre intérêt. Donc juste, je repartage le prochain épisode qu'on a prévu, où l'objectif, la prochaine fois, sera de parler, effectivement, de faire le point en fait sur les différents intervenants, différents discours qu'on peut entendre, savoir ce qui est, comment dire, juste et pas, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile de décrypter, comme je l'évoquais en démarrage, hein. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent, bah, on sera dans les pilotes de la DGFiP, sauf qu'à l'instant présent, la seule chose qu'on peut avoir fait pour être dans les pilotes, c'est avoir posé sa candidature et que l'administration ait donné un accusé de réception. Le choix des pilotes, ce sera courant août. Donc, c'est toujours difficile de décrypter. Ce sera le sujet principal qu'on abordera le 6 juin. Et les deux suivants, donc, je les reprécise. Le plan d'action immédiat, le plan de bataille à lancer d'urgence pour être prêt. Et comment nous, Quibi, on va s'organiser pour migrer nos clients, ce qui n'est pas simple, hein, on a plus de 800 points d'émission à traiter. Comment on va les migrer pour vous assurer d'être prêt au 1er juillet 2024, puisque l'objectif c'est de faire de la facture électronique et non pas de continuer le papier, donc d'être prêt le plus tôt possible. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente journée et un bon appétit, c'est presque l'heure. Merci, au revoir.